Merci. Donc, l'idée était vraiment de se focaliser sur les études qui avaient un impact, soit déjà dès aujourd'hui, soit dans les jours à venir. Et donc, je commence par le rein avec vraiment une étude d'actualité qui est que, vous le savez, on a désormais depuis quelques semaines la possibilité de faire bénéficier nos patients en première ligne atteints de cancer du rein à cellules claires de la combinaison anti-angiogénique paraxitinib et pembrolizumab pour les patients tous groupes pronostiques confondus IMDC. Les résultats de cette étude Keynote 426 avaient été présentés à l'ESMO 2018, publiés, mais avec un suivi un peu court, probablement, et donc de la même façon que les données de la CheckMate ont été actualisées régulièrement. Il s'agissait ici de la présentation de l'actualisation avec un recul de 24 mois. 432 patients à peu près par bras, et vous le voyez, un bénéfice, si l'on regarde déjà la survie sans progression, on est sur la population globale, un des premiers objectifs, des co-objectifs primaires, et donc vous voyez le bénéfice se maintient avec le temps. Jusqu'à 24 mois, on a une survie en 38% des patients qui sont sans progression et donc un hazard ratio hautement significatif à 0,71. Si l'on regarde maintenant le deuxième critère qui était la survie globale, là encore ce bénéfice se maintient avec un hazard ratio à 0,68, significatif également. Également intéressant, l'aspect réponse, et donc avec les immunothérapies, que ce soit la double immunothérapie, que ce soit avec les données précoces de la Keynote ou même de l'étude Javelin, on avait des réponses objectives intéressantes. Donc vous le voyez, un taux de réponse objectif qui, là encore aussi, est significativement supérieur dans le temps pour les patients qui sont dans le bras combinaison. Et puis, plus intéressant probablement, une petite déception initiale sur le taux de réponse complète avec cette combinaison-là comparée aux 11% qu'on avait pu obtenir avec la combinaison nivolumab plus ipilimumab, alors que cette fois-ci, avec le recul suffisant, on voit qu'on a réussi à atteindre un taux de réponse complète de 9%, qui est clairement intéressant pour nos patients. Sur le plan toxicité, le fait que les patients soient exposés un an de plus n'a pas mis en évidence de signal nouveau, et la combinaison apparaît toujours aussi faisable avec les réserves que l'on pouvait avoir des données principales initiales, qui étaient donc l'hypertension, notamment les signaux sur l'hypertension artérielle à surveiller et les perturbations du bilan hépatique. Si l'on se focalise maintenant par l'analyse en sous-groupe, on voit clairement que le bénéfice est plus fort sur la partie droite de la diapo, c'est-à-dire sur les groupes pronostiques défavorables et intermédiaires, avec là encore des différences qui sont toujours significativement positives sur le plan statistique, que ce soit sur la survie sans progression, que ce soit sur la survie globale, que ce soit en termes de taux de réponse. Cette fois-ci, en contrepartie, pour le groupe pronostic favorable, le bénéfice, même s'il y a toujours une tendance, notamment pour la survie sans progression, avec un hazard ratio à 0,79, mais une borne qui est à 1,09, on voit qu'on n'a pas de différence, que la différence en tout cas n'est plus significative pour la survie globale, et en contrepartie, sur le taux de réponse, on a toujours ces taux de réponse complètes intéressants, là encore, sur ce sous-groupe. Point final, entre guillemets, faute de temps sur les cancers du rein, on passe aux carcinomes urothéliaux avec deux grandes études. La première qui clairement va avoir un impact probablement dans les, peut-être pas mois, mais enfin, pas semaines, mais quelques mois, c'est l'étude de Javelin Bladder 100 qui était donc en présidentielle, présentée par Tom Pauls, qui posait la question chez des patients répondeurs ou stables en première ligne de chimiothérapie par sel de platine de combinaison, cisplatine, gemcitabine ou carboplatine, gemcitabine. Donc ces patients étaient exposés au minimum à 4 cycles, maximum 6 cycles. S'ils étaient répondeurs ou stables, ils bénéficiaient à ce moment-là de l'inclusion avec une randomisation que vous voyez entre best supportive care, c'est-à-dire principalement surveillance et traitement à la rechute, ou traitement d'entretien par avelumab, plus best supportive care, jusqu'à progression. Donc l'avelumab était administré tous les 2 semaines, une stratification que vous voyez, et sur le plan statistique, un objectif qui était relativement optimiste, qui était la survie globale, et puis avec bien sûr des analyses à la fois en fonction de l'expression de PDL1 sur les tumeurs, mais également les objectifs secondaires classiques. Donc étude sur 700 patients. Si l'on regarde un peu plus près cette population, en pratique, il s'agissait, on est
d'une population qui était probablement un petit peu enrichie, entre guillemets, si on regarde le statut PDL1, puisqu'on a 54% de la population qui avait des tumeurs qui exprimaient PDL1. Si l'on regarde le type de chimiothérapie, vous voyez, on a finalement une bonne représentation, à peu près 2 patients sur 3 qui ont reçu le cisplatine, les autres ayant reçu du carboplatine. Et puis en termes de réponse, ce que l'on sait, c'est-à-dire que le platine reste un bon médicament des carcinomes urothéliaux en première ligne, avec réponse complète ou réponse partielle, on arrive à 72% de réponse et une stabilité des patients, puisque par définition, on arrive à 100%, puisque seuls les patients appartenant à ce groupe répondeur ou stable étaient inclus. La diapo parle d'elle-même avec les courbes. Vous voyez dans la population globale un bénéfice en survie globale à administrer en entretien de façon précoce l'avelumab. Et donc, on a une réduction du risque de mortalité avec un hazard ratio de 0,69% et qui est statistique avec le petit p. On arrive en pratique à une survie globale médiane pour la combinaison qui atteint 21,4 mois, comparé à 14,3 mois pour le bras chimiothérapie puis surveillance. Si l'on regarde cette population entre guillemets, sélectionnée sur l'expression de PDL1+, en analyse en sous-groupe, on voit que ce bénéfice est supérieur, effectivement, avec une survie globale qui n'est pas atteinte dans ce sous-groupe de patients sélectionnés, et en contrepartie, une survie globale dans la population surveillée qui atteint 17,1. On est sur encore plus de bénéfices d'appliquer l'avelumab de façon précoce sur cet objectif de survie globale. Sur le plan réponse, alors, compliqué de parler de réponse chez des patients qui sont déjà répondeurs. On a en pratique surtout, on voit pour le coup pas beaucoup de différence entre la population globale et la population PDL1+, même si on a un petit gain de taux de réponse. Finalement, les taux de réponse complètes atteignent 6% pour la population globale, et ils montent à 9,5% pour celle qui est sélectionnée. Si l'on regarde le deuxième, dans les objectifs secondaires, la survie sans progression, et donc, on a là encore une différence qui est statistiquement significative en faveur de la combinaison, avec, vous le voyez, une survie sans progression, 30% des patients qui sont non progresseurs dans le bras combinaison contre 13%. Si l'on regarde maintenant la tolérance classique, entre guillemets, connue de l'avelumab, puisque l'avelumab fait partie des immunocheckpoints qu'on a un peu moins manipulés probablement que les autres, puisque essentiellement dans le cadre d'essais thérapeutiques, on retrouve la grande classe d'effets secondaires attendus, avec une petite particularité sur les syndromes liés à la perfusion et qui nécessitent une prémédication. Vous le voyez en termes de corticothérapie, on a 9% des patients qui ont eu un recours à de fortes doses, c'est-à-dire à 40 mg et plus de prédnisone, du fait d'événements reliés à l'immunothérapie qui apparaissent sur la partie droite. Donc en conclusion, on a une étude fortement positive avec un objectif principal qui était l'augmentation de la survie globale, non seulement chez les patients PDL1+, mais également chez les patients tout venant, sous réserve qu'ils soient répondeurs ou stables à la chimiothérapie par platine. Donc clairement, c'est faisable, ça apporte quelque chose sans problème de toxicité, et donc par définition, ça doit pouvoir s'intégrer dans notre pratique, sous réserve bien évidemment de l'accessibilité, et on espère une ATU de façon rapide. Plus négatif, mais là encore, il faut savoir prendre tous les messages. L'étude IMvigor 010, qui est une des premières études présentées sur les résultats d'un traitement adjuvant post-chirurgie des tumeurs infiltrant le muscle. Les patients pouvaient avoir reçu une chimio néoadjuvante, et vous le voyez dans la partie de droite de la diapo. En pratique, un patient sur 2 avait eu une chimiothérapie néoadjuvante, avec des grades, des stades qui étaient acceptés, soit YPT2 à T4A ou YPN+, post-chimiothérapie. En contrepartie, si les patients n'étaient pas jugés fit pour une chimio néoadjuvante ou étaient opérés et avec cette question secondaire, il fallait qu'ils soient YPT3 ou T4 ou PN+. 406 patients par bras. La molécule testée était l'atezolizumab avec un schéma classique, 1200 mg toutes les 3 semaines, 16 cycles au total, ce qui correspond à peu près à 1 an de traitement, versus surveillance.
Les bras étaient correctement représentés en termes de caractéristiques cliniques sans déséquilibre. L'objectif était une survie sans rechute avec un suivi qui était de tous les 3 mois, donc plutôt relativement classique dans ce que l'on peut faire dans notre pratique, en tout cas sur la première année, avec un maintien d'un rythme un peu soutenu jusqu'à 3 ans et puis ensuite un espacement tous les 6 mois jusqu'à 5 ans. Les caractéristiques de la population, je vous l'ai dit, globalement identiques entre les deux bras. Ce que l'on voit, c'est que, voilà, qu'on avait quand même principalement des cancers effectivement de la vessie, 93% et 94%. Vous le voyez, après chimiothérapie néoadjuvante, donc un patient sur 2 avait reçu une chimiothérapie néoadjuvante, et en termes de stade tumoral pathologique, on était majoritairement sur des T3 pour 31% dans chacun des bras, avec en atteinte ganglionnaire ou en stade PT4, 52, donc ce qui représente 52% de la population, ce qui représente quand même une forme relativement agressive de la maladie et sur lequel, par définition, on pouvait espérer que le bénéfice ressorte. Malheureusement, les courbes parlent là aussi d'elles-mêmes et sont strictement superposables, et vous le voyez, il n'y a pas de bénéfice à administrer l'atezolizumab après une chirurgie sur ces maladies de haut risque, avec une toxicité qui, quant à elle, était celle attendue sans effet particulier dans le contexte particulier de l'indication. Donc étude négative, absence d'intérêt à l'atezolizumab. On attend bien évidemment les autres études qui sont en cours pour conforter ou à l'inverse poser des questions, et ces derniers temps on est un peu habitué à avoir des résultats qui font se poser des questions nouvelles. Et puis point particulier que je n'ai pas mis là, c'est manifestement, même si l'on s'intéresse à la population enrichie sur l'expression de PDL1, là non plus le bénéfice ne ressortait pas. Je laisse à Guilhem Roubaud, oncologue médical à l'Institut Bergonié, nous parler du cancer de la prostate. Merci Marine. Concernant le cancer de la prostate, 3 messages à mon sens étaient importants concernant l'ASCO 2020. Je vais commencer par la castration chimique. La castration chimique, c'est un pilier incontournable du cancer de prostate avancé en termes de traitement. On utilise principalement des agonistes de la LHRH. On peut aussi utiliser un antagoniste de la LHRH, qui est le Degarelix, qui est le seul pour l'instant utilisable en France depuis maintenant une dizaine d'années, qui offre deux avantages, ces antagonistes. Vous verrez en fait pour cette phase 3 qui va suivre ces avantages-là aussi. L'absence d'effet flare-up, c'est-à-dire l'absence d'augmentation transitoire de la LH et de la FSH en termes de sécrétion lorsque vous initiez cet antagoniste. Et vous avez aussi une inhibition très profonde et directe de l'axe FSH, ce qui n'est pas le cas pour les agonistes et pour lequel il y a eu beaucoup de littérature en termes d'implication sur la progression tumorale éventuellement et aussi sur le plan cardiovasculaire. Alors, l'essai de phase 3 HEROES, c'est l'essai qui posait la question du Relugolix, que vous voyez en haut de la diapositive, en orange, qui était le bras expérimental, un essai de phase 3 en randomisation 2 pour 1. Le Relugolix étant un antagoniste de la LHRH par voie orale, avec une dose de charge au premier jour, suivie ensuite d'une dose d'entretien, comparé à l'acétate de leuprolide, qui est un agoniste de la LHRH, donc le bras standard, avec donc 934 patients randomisés. Le critère principal était le taux de castration chimique, c'est-à-dire un taux de testostéronémie inférieur à 50 nanogrammes par décilitre, en probabilité en fait entre la 29e et la 48e semaine donc de castration chimique. Et le critère principal donc était validé sur une proportion initiale sur l'hypothèse de départ à 90% et qui était à plus de 94% en termes de taux de castration chimique pour le bras expérimental. Lorsque vous aviez validé ce critère principal, vous pouviez, d'un point de vue statistique hiérarchisé, valider ensuite les critères secondaires. Parmi les critères secondaires qui étaient intéressants dans cette étude, il y avait d'abord la comparaison avec le bras standard en non-infériorité, avec un delta qui était de 10 points en termes de pourcentage de castration, qui était validé. Et comme il était validé en non-infériorité, il était ensuite intéressé en supériorité en objectif secondaire, et là aussi validé en objectif secondaire, avec un taux de castration qui était au-delà de 0 en termes de différence de pourcentage de castration chimique entre le Relugolix et l'acétate de leuprolide. Ce qui est intéressant aussi, c'est de voir dans l'analyse, en bas à gauche de la diapositive, vous voyez déjà l'affranchissement de l'effet flare-up que l'on retrouve, qu'on avait avec le Degarelix que l'on utilise. Eh bien, on l'a aussi avec le Relugolix, où vous voyez en fait l'absence d'augmentation transitoire de la FHA, de la LH et de la FSH.
Vous avez aussi dans une analyse sur un sous-groupe de patients qui ont arrêté en fait cette castration chimique, 184 patients, eh bien, vous avez un rétablissement à l'arrêt de la castration chimique plus rapide en faveur du relugolix par rapport au leprolide. C'est dans l'encadré qui est au milieu de la diapositive. Enfin, et c'est à mes yeux ce qui est vraiment aussi très intéressant, c'est l'incidence d'événements cardiovasculaires majeurs. On voit qu'en bas à droite de la diapositive, le relugolix diminue de moitié cette incidence cumulée de récidive donc d'événements cardiovasculaires majeurs tels que définis comme des AVC ou des syndromes coronariens aigus. Il faut savoir que 90% des patients qui étaient inclus dans cette étude avaient des facteurs de risque cardiovasculaire. Donc, c'est un élément important qui creuse vraiment le sillon des antagonistes de la LHRH dans le placement sur les patients à risque cardiovasculaire. Deuxième message, concerne les cancers de prostate non métastatiques résistants à la castration. C'est une niche, c'est 7% des patients qui sont atteints de cancer de prostate, tout confondu. Ces patients répondent en fait à des critères qui sont toujours les mêmes. La résistance à la castration, augmentation du PSA qui est confirmée, malgré un taux de testostéronémie bas, donc une bonne castration, et l'absence de métastase sur une imagerie conventionnelle, telle que définie par un scanner et une scintigraphie osseuse. Et on s'est intéressé principalement aux patients qui avaient un temps de doublement du PSA, donc en haut à gauche de la diapositive, vous voyez les critères, inférieur à 10 mois, parce qu'on sait que ces patients vont avoir une probabilité exponentielle de développer des métastases, en particulier osseuses, ou de mourir de leur maladie de cancer de prostate. Et donc, 3 essais de phase 3 se sont intéressés à intensifier le traitement chez ces patients-là. Le standard était la castration chimique seule, avant 2018, et on attendait que les métastases arrivent. Donc, c'était un petit peu compliqué en consultation de gérer nos patients. Et donc, 3 essais se sont intéressés à tester les inhibiteurs du récepteur aux androgènes deuxième génération, tels que l'enzalutamide, l'apalutamide et le darolutamide, en randomisation 2 pour 1, donc, versus l'hormonothérapie classique plus placebo, avec un critère principal que l'on connaît déjà depuis 1 à 2 ans, en survie sans métastase, qui a été communiqué et publié. Pour ces 3 études, l'association castration chimique plus inhibiteur du récepteur aux androgènes nouvelle génération diminue de 60 à 70% le risque de développer des métastases, comme vous le voyez dans le tableau en bas à droite. Donc des hazard ratios qui ne souffrent pas de discussion. Et la news de l'ASCO 2020, c'est que l'analyse finale en objectif secondaire sur la survie globale a été communiquée de manière synchronisée. On avait eu déjà des press releases concernant 2 études pour ces mêmes études de phase 3 sur testant toujours l'enzalutamide, l'apalutamide et le darolutamide. Et vous voyez, je vous ai mis les hazard ratios en survie globale qui diminuent le risque lié au décès de 20 à 30% en fonction des études, avec ici des hazard ratios qui ne sont pas ajustés au crossover. C'était un petit peu le risque puisque le crossover était possible pour toutes ces études. Vous voyez dans la deuxième colonne le pourcentage de crossover qui allait de 19 à 36%. Cela n'a pas impacté la significativité statistique des résultats en termes de survie globale, avec, vous voyez, des reculs qui sont assez variables, puisque pour l'étude Aramis pour le darolutamide, on avait les mêmes événements avec moitié moins de recul. Troisième et dernier message concernant le cancer de prostate, le PSMA, prostate spécifique membrane antigène de membrane, comme son nom l'indique, qui est exprimé par 80 à 90% des cellules cancéreuses prostatiques classiques. Comme vous le voyez sur la cartographie en deuxième partie de cette diapositive, il va se fixer aussi sur les glandes salivaires, ce qui peut poser des problèmes en termes d'effets indésirables, on verra, lorsqu'on fait de la théranostique. Et vous voyez, quand on progresse sur cette diapositive, sur fond bleu, que justement, on peut faire de la théranostique avec le PSMA, c'est-à-dire qu'on va se servir de ce marqueur qu'on utilise donc en imagerie assez spécifique et assez précise pour le cancer de prostate, comme cheval de Troie pour fixer un émetteur bêta, le lutécium, sur ce PSMA. Le lutécium va donc arriver sur la cellule cancéreuse prostatique et ensuite être internalisé dans cette cellule et faire son travail d'émetteur bêta, en créant des lésions irréparables de l'ADN de la cellule tumorale et induire donc l'apoptose de cette cellule tumorale. On avait déjà sur lutécium PSMA un essai de phase 2 monobras. Vous voyez en fait le waterfall plot sur les réponses biologiques, qui était l'objectif principal. Une réponse biologique en cancer de prostate, c'est une diminution de 50% du taux de PSA. Et on voit qu'on avait quasiment 2/3 des patients qui avaient une diminution de plus de 50% du taux de PSA traités par lutécium PSMA et lourdement pré-traités. Eh bien, l'ASCO 2020, c'est la phase 2 en ZUP qui s'est intéressée à randomiser ce lutécium PSMA, donc une injection toutes les 6 semaines, 6 cycles au total, en randomisation 1 pour 1 par rapport au cabazitaxel, ou Jevtana, donc, qui est une chimiothérapie de deuxième ligne dans le cancer de prostate et qui est un vrai challenger, puisque c'est une vraie molécule qui marche
chez les patients qui sont éligibles pour cette chimiothérapie, ce qui était le cas dans les critères d'inclusion de cette étude. Eh bien, vous voyez un objectif principal en bas à droite de la diapositive qu'on a un taux de réponse biologique, qui était donc l'objectif principal de cette étude, de 2 tiers des patients pour le lutetium PSMA versus 37% pour le cabazitaxel. Une survie sans progression biologique était également en faveur du bras expérimental. Et on avait une toxicité de grade 3-4 qui était plus importante pour le cabazitaxel, 56% versus 36% pour le lutetium PSMA, plutôt des diarrhées et des aplasies fébriles pour le cabazitaxel, et plutôt des xérostomies, c'est-à-dire justement ces sécheresses buccales pour le lutetium PSMA. On attend l'objectif secondaire de la survie globale qui n'était pas communiqué à ce congrès. En résumé, 3 messages. Premier message, castration chimique, la place des antagonistes qui creusent vraiment son sillon chez les patients à risque sur le plan cardiovasculaire. Je vous rappelle que 30% des patients qui sont atteints de cancer de prostate vont décéder d'un événement cardiovasculaire et pas de leur cancer de prostate. On attend les résultats de phase 3B Pronounce pour la fin de l'année, qui posait la même question des événements cardiovasculaires en objectif principal en comparaison de l'antagoniste d'Egarelix, que l'on utilise, donc c'est ça qui nous aide un petit peu, versus l'acétadéloprolide, l'agoniste. Donc cela va être vraiment intéressant pour pouvoir un petit peu mettre un point final à ces débats sans fin sur la place des antagonistes pour le risque cardiovasculaire. Deuxième message, les non métastatiques, résistants à la castration, comme disent les anglo-saxons, earlier is better, donc il faut vraiment intensifier le traitement par un inhibiteur du récepteur aux androgènes de seconde génération associé à la castration chimique, puisqu'on a un bénéfice en survie globale, ça devient vraiment un standard. On pourra discuter éventuellement des molécules par rapport à ces 3 molécules. Le lutetium PSMA creuse aussi son sillon avec un très bon signal d'efficacité en phase 2. On attend les résultats de l'essai de phase 3 Vision, close inclusion, en France et en fait internationale, qui avait comme objectif principal la survie globale, qui devrait donner ses résultats à la fin de l'année aussi, de lutetium PSMA en randomisation 1 versus traitement standard, donc qui permettra de mieux asseoir la position du lutetium PSMA chez ces patients. Je vous remercie.